Aujourd'hui, je reçois Laris Mabiala, défenseur central des Timbers de Portland, ancien international pour la République démocratique du Congo, avec qui on va parler de son parcours et de ses projets. Bonjour et bienvenue Laris, comment tu vas? Bonjour, écoute, ça va super, hein. On a un peu de soleil aujourd'hui à Portland, ce qui est rare, donc on en profite. C'est encore le matin là, il est quelle heure? Là, il est 9h12. Ouais, donc il te reste encore un peu de temps pour en profiter. Alors, je vais réexpliquer le concept de contre-pied pour ceux qui ne sont pas encore très familiers. On va faire un interview découpé comme un match de foot. On va commencer par un échauffement pour apprendre un peu à te connaître, puis parler de quelques étapes de ta vie en première et deuxième mi-temps avec une interlude un peu plus personnelle pendant la mi-temps. Est-ce que tu es prêt du coup pour commencer avec l'échauffement? Super, on y va. Alors pour l'échauffement, je vais t'offrir le choix entre 3 d'entre eux. Ok. C'est à toi de me dire lequel tu choisis et après je te dirai à quoi ça correspond. Alors aujourd'hui, on va avoir slalom, passeva et étirement. Hmm. J'aime bien le passeva. Ok. Alors le passeva, c'est si tu devais prendre la place de quelqu'un pour un jour. Alors, si tu devais prendre la place de quelqu'un pour une journée, la première chose que tu ferais. Donc, si tu devais prendre la place de ton père. Si je devais prendre la place de mon père, ce que je ferais au tout début de la journée, ce serait Ça, c'est une bonne question, parce que je sais que, enfin, moi, le voyant grandir, étant donné que ça fait très longtemps que j'ai quitté la maison et que je suis plus avec lui, c'est que ouais, je prendrais une bonne tasse de café parce que je sais que les journées qu'il passait à l'époque, elles étaient très, très, très difficiles et très longues. Se réveiller très tôt le matin, aux alentours de 4h, 4h30, pour attraper le train grande ligne, ensuite rattraper le RER pour aller travailler sur les chantiers de peintre en bâtiment. Quelque chose de pas évident. Donc, il devait être sur les chantiers aux alentours de 6h30 et il devait partir ensuite, rester là-bas toute la journée, quitter et finir les chantiers aux alentours de 17-18h pour revenir à la maison à 19h30, quoi. C'était des très très longues journées, ouais. Si tu devais prendre la place de ta mère pour une journée, qu'est-ce que tu ferais? Prendre la place de ma mère, pareil, hein, c'était à peu près la même chose, hein. Se réveiller un peu plus tard d'ailleurs, parce que elle devait nous gérer pour qu'on puisse aller à l'école. Mais pareil, ce serait, je dirais aussi, la tasse de café et puis un bon petit déjeuner à l'africaine fait de poto-poto. Congolaise plutôt fait de poto-poto parce que elle se réveille tôt le matin, elle se prépare elle nous prépare nous, on va à l'école et puis après pareil, elle travaille en tant que femme de chambre dans les hôtels parisiens à l'Orset Opéra. Et donc moi qui aujourd'hui fais énormément de chambres d'hôtel de par les déplacements, les matchs que je dois jouer à l'extérieur et tout, je sais à quel point c'est difficile, à quel point les clients peuvent être très 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 irrespectueux. Donc ça demande beaucoup de force et de courage. Du coup, tu fais vachement attention maintenant quand tu es à l'hôtel pour être le plus respectueux possible. Ah, ouais. Ah, complètement, complètement. Quand je suis à l'hôtel, mes serviettes, je fais attention à bien les mettre sur le côté. Même si elles sont sales, voilà, je les plie limite sous le lavabo de la salle de bain. Je fais attention à ce que soit pas le bordel dans la chambre, quoi. Si tu devais prendre la place de l'entraîneur de Portland. Oh, première chose que je ferais le matin. Pas forcément le matin, Ouais. première chose que tu ferais si tu devais prendre sa place. Première chose que je ferais si je devais prendre sa place, ce serait faire attention à ma communication avec mes joueurs. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose avec lequel il peut avoir du mal et ça peut froisser pas mal de personnes et pas mal de joueurs aussi. Donc ouais, ce serait vraiment de faire super attention à ma communication
à ma façon de parler avec eux, ma façon de les garder concentrés et impliqués aussi. Parce que, voilà, on sait que c'est très, très difficile déjà pour certains coachs, hein. Il y en a pour lesquels c'est très naturel de communiquer avec les joueurs. Il y en a pour d'autres avec lesquels c'est difficile. Et j'ai pu constater par ma carrière que ceux pour les coachs pour lesquels c'était plus difficile de communiquer avec certains de leurs joueurs ou oui, avec les joueurs et tout, c'était les coachs qui perdaient, qui avaient du mal à conserver tout le groupe et tous les joueurs du groupe concernés par l'objectif commun. Donc ouais, c'est quelque chose auquel je ferais très, très attention. Ouais. Alors on va passer à un cran au-dessus. Si tu étais entraîneur de la République démocratique du Congo. Waouh! Alors, tu sais, entraîneur de la République démocratique du Congo, ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est un poste qui est très, très difficile à gérer parce que, bon, c'est vrai que bon, la République démocratique du Congo, ça fait un bon moment qu'on n'a pas été assez dominant sur le continent africain, déjà, pour commencer. Sachant que, voilà, de par son histoire, le Congo reste une nation importante du foot africain. Notamment, ça a été la première équipe africaine à participer à la Coupe du Monde. Euh, on a quand même remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations. Donc ouais, ça reste un pays, ça reste un pays qui est très 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 attaché, qui a de très très grandes attentes pour son équipe nationale. Donc ouais, je pense que si j'étais coach de l'équipe nationale, ce serait de faire le maximum pour, euh, pour obtenir et faire venir les joueurs, les ressortissants congolais. Parce que voilà, quand on regarde aujourd'hui, que ce soit en Europe, etc., il y a énormément de joueurs de nationalités qui proviennent du Congo et qui malheureusement ne sont pas nécessairement intéressés par le fait de jouer pour l'équipe nationale. Parce que aussi, il y a enfin, je sais qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ce qu'il faut. Mais il y a un gros manque de sérieux au sein de la fédération également. Donc, ouais, ce serait pour le coach aussi de travailler vraiment avec la fédération pour pouvoir, pour qu'il ait toutes les cartes en main afin de convaincre les joueurs de venir jouer pour l'équipe nationale du Congo. On va passer encore un cran au-dessus. Si tu étais président de la FIFA. Si j'étais président de la FIFA, d'ailleurs, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Je ne sais plus si c'était le président de la FIFA ou de l'UEFA qui parlait de la règle des mains dans la surface de réparation. Je pense que ça, c'est un très gros problème aujourd'hui parce que nous-mêmes, en tant que joueurs, on comprend plus ce qui se passe, franchement. On ne sait plus ce qui va être sifflé comme étant main, donc donnant un penalty ou pas. Alors j'imagine que pour les supporters et les fans de football, etc., ça va être encore quelque chose de plus incompréhensible. Donc ouais, je pense qu'il faudrait mettre quelque chose de beaucoup plus clair pour que ce soit compréhensible pour tout le monde et que ça rende le spectacle un peu moins houleux, je dirais, à certains moments. Et que de manière à ce que tout le monde, de manière à ce que tout le monde soit, de manière à ce que tout le monde soit tire un petit peu dans le même sens, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, moi-même, j'ai du mal à comprendre. Et là, on va partir du coup dans le maximum qu'on puisse faire. Si tu étais président du monde, Président du monde. qu'est-ce que tu ferais en premier? Est-ce que je serai en premier président du monde? Aujourd'hui, il y a tellement d'inégalités dans le monde que je pense qu'il y a un sincère manque j'ai les enfants qui passent à côté là, qui essaient de me distraire. Non, ouais, je pense qu'il y a tellement d'inégalités dans le monde aujourd'hui que j'essaierai de faire en sorte que ce truc de 2 poids 2 mesures cesse, quoi. Que les inégalités qui se passent à certains coins du monde soient aussi importantes que les petites inégalités, je dirais, parce que je vois certaines choses qui sont en réalité minimes dans certaines parties du monde,
pour lesquels on en fait des montagnes, alors qu'il y a des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves qui se passent dans certains autres coins du monde et pour lesquels on n'en parle même pas, quoi. Donc, ce que je ferais, c'est de cesser ce truc de deux poids, deux mesures et de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, tout simplement. Alors pour commencer la première mi-temps, j'aimerais qu'on parle de ton parcours footballistique, un peu, et un peu de tes origines également. Donc tu es né à Montfermeil, c'est ça? Ouais, Montfermeil dans le 93, le 8 octobre 1987. T'as grandi là-bas? J'ai grandi là-bas, enfin j'ai fait pas mal d'allers-retours parce que je suis né de parents immigrés pardon, congolais, euh, qui étaient donc dans l'illégalité totale, pas de droit de séjour, donc c'était un petit peu compliqué. Et, euh, et donc ouais, j'ai grandi là-bas, mais on passait de maison en maison un petit peu, et puis ouais, c'était pas évident quoi. J'imagine, ouais. Donc ma première vraie question, à quel âge t'as commencé à jouer du coup? J'ai commencé à jouer à l'âge de ouais, depuis je sais pas, j'ai vraiment commencé à jouer, je pense que j'ai commencé à jouer dans le berceau, hein. Mon père, il m'a mis un ballon dans le berceau et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer au ballon. Après, sinon, C'était un fan de foot? ouais, c'était un fan du PSG, ouais, un gros fan du PSG. Je me souviens que, bah, d'ailleurs, je parlais de mes parents. Je crois que le premier rencard qu'il a avec ma mère, il l'emmène au Parc des Princes ou un truc comme ça. Le romantisme. Ouais, le fou du PSG, un truc de malade. Donc, ouais, euh, j'ai commencé après ensuite à jouer donc par mon père qui m'a vraiment mis le ballon dans les pieds quoi. Et dès que j'ai su marcher, j'ai commencé à taper dedans, c'est sûr. À la maison, je cassais les fenêtres, je prenais le canapé pour un grand but, je m'entraînais à viser les lucarnes, mais le canapé il était juste en dessous de la fenêtre, donc des fois, bah, forcément. Et ouais, c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer. Et puis ensuite, bah, en grandissant un peu plus, dehors avec les amis, etc. Et tu t'es retrouvé comment à Nogent? Comment je me suis retrouvé à Nogent? Donc on part de Montfermeil. Donc ouais, je suis né à Montfermeil. On part à Creil pendant un an. On revient à Clichy-sous-Bois. Pendant, non, on revient à Montfermeil, puis Clichy-sous-Bois. J'habite à Montfermeil, mais j'ai joué à Clichy-sous-Bois aussi. Et après, à l'âge de 6 ans, on part non, à l'âge de 8 ans, pardon, j'arrive à Creil. Et en fait, mon père a essayé de m'inscrire dans le club de foot de Creil, mais on lui a dit qu'il n'y avait plus de place, les inscriptions étaient terminées. Alors il se dit, bon, bah ok, je vais aller juste à la ville juste à côté, Nogent-sur-Oise. Et c'est là que j'ai commencé à jouer à Nogent-sur-Oise, alors que j'habitais à Creil. À Nogent, Creil, c'était des gros terbés, étant donné que deux villes collées. Et bah, j'étais le seul gars qui habitait à Creil, mais qui jouait pour Nogent. Et puis à chaque fois, on les tapait, quoi. Je me souviens qu'après, il y a le coach de Creil qui vient voir mon père en lui disant, ouais, ouais, il habite à Creil, comment ça se fait comment ça se fait qu'il joue à Nogent, vous ne l'avez pas inscrit chez nous. On dit, bah, je suis venu chez vous, vous avez dit qu'il n'y avait pas de place. Aujourd'hui, il est bien à Nogent, tout simplement. L'occasion manquée, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, comment tu t'es retrouvé en centre de formation pour le PSG? Alors, ça a commencé par. Oui, je jouais donc à Nogent. J'étais j'étais au sport-études, voilà. J'étais au sport-études. Donc, je jouais à Nogent le week-end et j'étais au sport-études de Chantilly. Sport-études de Chantilly. À l'époque, c'était vraiment le truc pour moi. C'était waouh. J'arrivais, je quittais Creil, Nogent, la cité, tout ça. J'arrive à Chantilly, ville beaucoup plus bourgeoise, mais sport-études, etc. Donc, j'entends parler des détections. Et à l'époque, il y avait la FFF Continent et la Predator Cup. Je sais plus, je sais vraiment pas si ça existe encore. Et donc, c'est des détections qui consistent à 50 jongles du pied droit, 50 jongles du pied gauche, 50 têtes, extérieur, intérieur, slalom chronométré. Je crois qu'il y avait aussi 8 jonglés du milieu de terrain chronométré, arrivé à l'entrée de la surface de réparation, il faut mettre une volée, etc. Donc c'était à peu près ça, et pour la Predator Cup, et pour la Predator, et pour la FFF Continent. Et à chaque fois, j'arrivais premier. J'arrivais premier, donc
premier du club, premier départemental, ensuite premier régional et interrégional, pareil, j'arrive premier. Donc départemental, il y avait les clubs comme Beauvais, tous les clubs des environs, Creil, Chantilly, etc. Je finis premier. Après, on arrive en régional où ça part un petit peu plus loin. Il y a des joueurs des clubs d'Amiens, etc. Pareil, je finis premier. On fait l'interrégional, j'arrive deuxième, je crois. Et puis après, la finale, elle était à Clairefontaine. Et donc, à Clairefontaine, oui, la finale à Clairefontaine. D'ailleurs, j'ai pas fait l'INF. J'ai pas été inscrit par mon club à l'INF. C'est un de mes plus gros regrets d'ailleurs. Parce que je crois que c'est le club qui envoie ses joueurs pour participer aux détections pour l'INF et ils m'ont jamais envoyé. Moi, je connaissais pas. Donc, bon, pareil, occasion manquée. Mais j'arrive à Clairefontaine pour la finale nationale. Et je me souviens que je reçois la convocation. Et de là, je vois tous les joueurs qui sont convoqués sont issus de clubs professionnels. Donc, c'était à l'époque pré-formation. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus. Et tous les clubs qui sont la convocation sont issus de clubs professionnels. Et j'étais le seul qui venait d'un club amateur. Donc, arriver à Clairefontaine pour une finale nationale en étant issu d'un club amateur, ça a forcément attiré l'attention. Et puis à partir de là, j'ai reçu, je crois, des appels de tous les centres de formation. Ouais, carrément, j'ai reçu tous les centres de formation. Et puis les finales à Clairefontaine, c'était sur 5 jours. Et je fais les 2 premiers jours et je me blesse au troisième. Et par contre, arriver à Clairefontaine, c'est plus uniquement des jongles, etc. C'est des matchs. Et même pour les interrégionales, c'était aussi des matchs, etc. Donc j'arrive et je me blesse au deuxième jour, le troisième jour. Donc j'ai pas pu terminer. Mais voilà, je pense qu'ils en avaient eu suffisamment pour pouvoir appeler mes parents. Et ouais, on recevait des appels de tous les clubs. Il y en a qui venaient me rendre visite à Creil. C'était super intéressant. Et je suppose que du coup le choix s'est orienté côté Paris Saint-Germain à cause de ton père. Justement, le choix, en fait, il s'est réduit assez rapidement à 3 clubs qui étaient le RC Lens, le PSG et Strasbourg. Strasbourg, en fait, oui, Strasbourg. Strasbourg, en fait, on a vite mis une croix dessus, entre guillemets, parce que c'était assez loin et je voulais pas partir trop loin non plus de mes parents. Et donc, Lens et Paris, parce que c'était les 2 clubs Paris, parce que le PSG, c'était le club de cœur, étant donné que mon père était fan déjà. Et moi, j'ai grandi là-dedans, donc forcément, je suis devenu aussi fan du PSG. Et le RC Lens, c'était un petit peu plus le club de la raison, parce que c'était celui qui m'offrait le plus d'opportunités, le plus de garanties, entre guillemets. Mais le Parisien que j'étais a finalement choisi de partir au centre de formation du PSG. Et tu les ressens comment tes années parisiennes, maintenant avec le recul? Oh, c'était top. C'était super. J'arrive en pré-formation. Donc, oui, à 14 ans, parce que le centre de formation, c'était à 15 ans. J'arrive en centre de pré-formation à 14 ans, c'était à Verneuil-sur-Seine. Et là, je fais des rencontres. C'est la première fois depuis 4-5 ans que je retourne en région parisienne après avoir quitté Montfermeil. Et là, je tombe sur des gars qui on s'est très très vite super bien entendu. Youssouf Moumbou, Clément Chantôme, il y en avait, ils ont pas signé pro pour les autres, mais Saadi Chalalen, Édouard Murer, c'est Christopher Walembo. C'était mes frères. On s'entendait super super bien. En plus, c'était des joueurs de très très grosse qualité. Ils m'ont permis justement de progresser aussi rapidement parce que je quittais Nogent où j'étais le meilleur et de loin, j'arrive là au centre de préformation. Tu as des gars de Sarcelles, des gars de HR, des gars de Évry, des gars de. Enfin, et c'était super fort. Et là, je me rends compte que, ouais, mon gars, il va falloir que tu travailles parce que tu n'es pas le plus fort, en fait. Et donc, malgré tout ça, malgré la concurrence qu'il pouvait y avoir entre nous, il y avait une fraternité qui était indéniable. Tu t'es senti accueilli directement, même si tu venais d'un club amateur?
Ah oui, je me suis senti accueilli directement. Ouais. Le feeling, il est super bien passé. En plus, moi, je suis arrivé à une époque où eux, ils avaient déjà passé un an ensemble, parce qu'ils avaient fait 2 ans de préformation. Moi, je suis arrivé sur la deuxième année de préformation. Et donc, ouais, je les prends en cours, ils se connaissaient déjà tous, mais bon, ils m'ont super, super bien accueilli. Mais je pense que le fait d'être bon sur le terrain, ça facilite toute chose. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris tout au long de ma carrière, c'est qu'il y a plus de facilité à se faire respecter et à se faire accueillir dans un groupe quand on est fort dans ce qu'on fait, plutôt que tu arrives et t'es le plus nul, quoi. Les gens, c'est beaucoup plus compliqué dans ces conditions-là. Donc, tout ça a fait que j'étais super, super bien accueilli. Ouais. Et du coup, comment s'est passée la sélection? On va passer un cran au-dessus. Avec la France? Ah oui, avec la France, bah en fait, moi, j'ai été appelé en espoir. J'avais déjà signé pro. Et pareil, ben, les années centre de formation se passent super bien. Enfin, au départ, ça se passe très très bien. Après, c'est un peu plus compliqué à l'époque où Laurent Fournier est le coach de l'équipe première. Et puis ensuite, il y a Guy Lacombe qui reprend l'équipe et il reprend l'équipe au moment où nous, on gagne le championnat de France en moins de 18. On gagne le championnat de France en moins de 18 et Guy Lacombe, qui est un coach vachement tourné vers la formation aussi, il a redistribué toutes les cartes. Parce qu'à l'époque où Laurent Fournier y était, on savait à peu près qui allait passer pro. Et à l'époque où Guy Lacombe reprend l'équipe, tout a été redistribué. On a tous été remis sur le même pied d'égalité. Et bah là, c'était vraiment que le meilleur gagne, quoi. Et donc, mon coach en équipe réserve, donc l'équipe réserve, c'était Vincent Guérin. Vincent Guérin qui est le coach de l'équipe réserve et il nous fait bosser super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. On passe de très 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 bons moments. Et à l'époque où on est avec la réserve, c'est la génération 86 qui est envoyée chez les pros. Et je me souviens qu'un jour, il y avait des joueurs, je ne vais pas donner les noms, je sais qui c'est, mais il y avait des joueurs qui se plaignaient justement de l'implication des jeunes qui étaient envoyés, donc des 86 qui étaient envoyés avec eux pour s'entraîner. Et donc, du coup, ce qu'ils décident de faire au niveau de la formation, c'est d'arrêter d'envoyer les 86 et de nous envoyer, nous, les 87. Donc, il y a Clément qui part au début, il y a Clément Chantôme qui part, Youssouf Mouloumbou, moi qui partons. Et quand on a entendu, nous, quand on y va, il y a Vincent Guérin qui nous dit c'est votre chance, en fait. Vous allez commencer à vous entraîner avec les pros, n'allez pas faire comme les 86. Et donc, ça se passe très, très bien. On arrive à l'entraînement et je pense qu'ils étaient très, très, très satisfaits de nous aussi. Et à partir de là, on a commencé à avoir notre chance et à signer nos contrats pro. Et donc, quand je signe mon contrat pro, je sais qu'il y a Vincent Guérin qui parle avec le coach de l'équipe Espoir à l'époque et qui dit ouais, voilà, il y a nos joueurs aussi, il faut voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire et tout. Et donc, c'est à partir de là que j'ai obtenu ma première sélection en équipe de France Espoir. Et je me rappelle que quand j'arrive là-bas, c'était encore un niveau au-dessus pour moi, parce que j'arrive avec des Hatem, j'arrive avec des Jérémy Ménez, des Karim Benzema, des Blaise, Matuidi. Et je vois que le niveau à l'entraînement, il est super, super élevé. Et là, je me dis, ah ouais, c'est autre chose encore. Donc, ouais, super, super expérience. Alors, un an après, tu joues ta première sélection avec les Léopards. Comment ça s'est fait? Bah, écoute, ça s'est fait pour moi de manière assez naturelle et organique parce que quand j'arrive au centre de formation, je partage ma chambre avec Youssouf Mouloumbou et je suis très proche de Christopher Walembo. Et donc, du coup, on est entre Congolais, quoi. On est entre nous, dans nos chambres, c'est musique, Koffi Olomide, Fally Ipupa, euh, Wingé, on se parle en lingala, etc. Donc, on était vraiment dans une ambiance, ouais, on était dans une ambiance congolaise. Et puis, il y a des week-ends, parce que nous, on avait la chance de pouvoir rentrer chez nous, contrairement à beaucoup de centres de formation. On avait la chance de rentrer chez nous tous les week-ends. Il y a des week-ends où je rentrais pas chez moi, j'allais chez lui. Et pareil, des week-ends où lui ne rentrait pas chez moi, chez lui, il venait à la maison. Ou on allait chez Christopher, etc., qui habitait beaucoup plus près, parce qu'il était à Achères, qui est même pas 10 minutes du camp des loges. Donc, voilà, c'était l'ambiance. Donc,
Et je me souviens que, parce que moi, en fait, mes parents sont du Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Et je me souviens qu'un jour, avec la réserve, on joue contre Congo-Brazzaville, qui est venu qui est venu jouer match amical pour préparer des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait 17, 18 ans, je crois, 17 ans. Et mon père parle avec les gens de la fédération du Congo-Brazza. Et ils disent que, ouais, bon, voilà, on a un œil sur lui. Il est très, très jeune. Il est trop jeune pour pouvoir être un candidat sérieux à la sélection, etc. Donc, on dit, OK, pas de souci. Et derrière, peu de temps après, peut-être 6 mois après, il y a justement la RDC qui m'appelle en me disant, ouais, tu pourrais être sélectionné pour jouer pour l'équipe nationale, etc. Est-ce que je dis, bah ouais, moi, de toute façon, je viens des deux Congo, donc il n'y a pas de problème. Et ça a commencé comme ça. Donc j'ai reçu pour ma première convocation et on était parti pour un stage à Marbella et ça s'était très, très, très bien passé. Et c'est quoi du coup tes liens avec les Congos du coup? Bah, mes liens avec les Congos, c'est. En fait, j'ai mon père qui est né à Léopoldville. Léopoldville, pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien Kinshasa, qui est aujourd'hui, bah, du coup, Kinshasa. Et, euh, et j'ai pas mal de familles aussi du côté de Kinshasa. Et j'ai ma mère qui est de Brazzaville. Donc, du coup, ouais, aussi énormément de familles à Brazzaville, mais la plupart le plus grand nombre de familles que j'ai se trouve à Brazzaville plutôt qu'à Kinshasa. Et même mon père, aujourd'hui, euh, il passe plus de temps à Brazzaville qu'à Kinshasa. Et donc, j'essaie de rentrer à chaque fois, au moins une fois par an. Donc, quand la saison elle se termine ici, je rentre au pays, voir mes grands-parents, voir mes cousins, mes cousines et la famille, quoi. C'est quoi ton premier souvenir avec le pays? Bah écoute, mon premier souvenir, du coup, moi, tu sais, je sais que pour nous, les Congolais, on n'est pas, on reçoit pas la même, comment dirais-je, la même éducation concernant le pays que peuvent recevoir les Sénégalais ou les Maliens. Je pense qu'eux, ils sont beaucoup plus enracinés dans leur culture que nous, Congolais. Alors nous, oui, nos parents vont nous parler la langue. Je pense que tout Congolais né à l'extérieur du pays peut parler le Lingala ou les autres langues du Congo, parce qu'il y a 5 langues nationales, il y a 5 langues nationales en RDC. Mais, euh, euh, mais on n'a pas ce truc où on est vachement enraciné par rapport à nos cultures. Moi, je sais que la première fois que je suis parti au Congo, bah, c'est quand je suis parti avec l'équipe nationale. J'y étais jamais allé avant. J'en entendais toujours parler. Oui, on en parlait, enfin toujours, on en parlait vaguement à la maison. Mais c'est parce on est issu de familles qui ont fui la guerre civile à l'époque, Mobutu, Kabila, etc. Donc on ne parle pas nécessairement. Enfin, je pense qu'on n'est pas assez éduqué par rapport à ce qui se passe dans nos pays. Mais malgré tout, la première fois qu'on y va, on ressent ces trucs, on se dit, ah ouais, je suis à la maison. C'est quelque chose que je sais pas, je pourrais pas expliquer. Mais malgré le fait que j'y suis allé pour la première fois à 18 ans, 19 ans, je sais plus, la première fois que j'y suis allé, je me suis senti super bien. Enfin complet, quoi. Donc là, on a eu un coup de sifflet, c'est une touche. C'est une question un peu remise en jeu avec élan. Ironie de la situation, ton premier match en international avec les Léopards, si je me trompe pas, c'était contre la France en amical en Espagne. C'est ça, ouais. Est-ce que tu te souviens du match? Je me souviens très bien du match, justement. Bah, c'était là, ce à quoi je faisais référence. Je reçois la convocation de la RDC pour jouer avec l'équipe nationale et enfin pour partir en stage avec l'équipe nationale. Et il s'avère qu'on fait un match amical contre l'équipe de France. À l'époque, ils appelaient A'. Mais bon, voilà, il y avait quand même de beaux joueurs, hein. Jérémy Ménez qui était là, avec lequel j'ai joué en équipe de France Espoir.
Je crois qu'il y avait Samir Nasri qui jouait aussi. Et oui, c'était un bon match. Je crois qu'on fait match nul, 0-0 ou 1-1. Oui. Est-ce que tu te souviens de la particularité du match? La particularité du match, je sais pas. 30 minutes dans le noir? Ah oui, ouais, 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 ouais. Comme quoi, tu vois, ça remonte, hein. C'était il y a quoi, combien de temps? Ouais, 17 ans. C'est ça. 17, 2008, si je dis pas de bêtises, ouais. Non? 15 ans. Non, c'était il y a 15 ans. Oui, c'est ça. 15 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, 30 minutes dans le noir, c'était. D'ailleurs, je l'avais oublié celle-là. Comme quoi. Ça a été bizarre, non? Un peu pour un premier match. Ouais, ça a été bizarre, mais bon, on s'y adapte, hein. Moi, enfin, avec le temps, j'ai appris que bon, c'est des choses qui pouvaient arriver aussi. Il y a déjà eu des matchs retardés de 1 heure et demie, 2 heures, parce que les intempéries, parce que problème de lumière, etc. Donc, c'est vrai que c'était la première fois que ça m'arrivait, donc ouais, c'était bizarre au début. Mais bon, on relativise rapidement. Et puis le fait de jouer ce match qui est plein de symboles, en fait, pour moi personnellement, euh, on a vite fait abstraction de toutes ces choses-là. Alors on rentre doucement au vestiaire pour la mi-temps. On va parler un peu plus de toi directement, des trucs qui te concernent et peut-être un peu de ton entourage. Je vais te proposer plusieurs fois 2 thèmes et tu vas m'en choisir un à chaque fois. Ok. Alors coach ou poster? Poster. Alors poster, c'est qui ton icône, la personne célèbre qui t'inspire le plus? En gros, c'est si tu avais un poster Ouais, ouais. qui représente une Qui personne. représente une personne. Euh, Dans ton casier. Dans mon casier, bah, je dirais que si ça devait être un sportif, je dirais Mohamed Ali, paix à son âme, parce que il a fait énormément de choses pour le sport en général. Il a montré que un sportif de haut niveau pouvait ne pas uniquement se contenter d'être sportif, mais aussi utiliser sa plateforme et sa parole pour prendre des décisions qui pouvaient être lourdes de conséquences, parfois même pour sa propre personne à lui-même. Donc, euh, il n'avait pas peur de dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Il avait un engagement, ouais, total dans ses convictions, et je respecte énormément ce genre de personnes. Bah, c'est ce que tu, Donc ouais, je dirais. c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est que tu vas imposer le respect par le fait que tu sois bon dans ce que tu fais. Et du coup, tu vas pouvoir montrer une image Non, en plus grande. Quoi. exactement, exactement, complètement. Et ça, Mohamed Ali, je pense qu'il l'a très très bien fait en fait. Ouais, donc je dirais Mohamed Ali, parlant d'un personnage, enfin, quelqu'un qui reste dans le sport, mais qui en même temps a eu une parole qui a été vachement écoutée. Une aura plus grande. Ouais. Pizza ou salade? Ah, pizza. C'est quoi ta comfort food préférée? Tu sais, genre, t'as pas entraînement, t'as pas match. Qu'est-ce que tu manges pour te faire plaisir? Ah, moi, tu sais, franchement, je devrais pas dire ça, mais j'ai pas vraiment de restrictions alimentaires. C'est-à-dire que, bon, je mange pas de porc, mais je mange pas très sain non plus. Et ça, qu'il y ait match ou pas, j'ai la chance, Dieu merci, d'avoir un métabolisme et, d'avoir un métabolisme assez qui est complaisant, c'est-à-dire que je peux manger à peu près tout ce que je veux. Encore aujourd'hui, à 35 ans, j'ai toujours un pourcentage de masse grasse qui est bien en dessous de la moyenne, et malgré le fait que je mange très mal parfois. Mais bon, j'ai la chance d'avoir une femme à la maison qui me serre un petit peu qui me serre un petit peu la vis, donc je peux pas faire ce que je veux. Mais ouais, je dirais pizza. Moi, je suis un grand. Je pense que ma plus grande faiblesse aujourd'hui, ce serait de manger ouais, pizza. Je pourrais manger pizza tous les jours de la semaine. C'est quoi ta préférée? Alors, ce serait poulet basse crème fraîche, déjà pour commencer. Ah oui. Tu vois, la basse crème fraîche, poulet bœuf,
olive et un morceau de tomate. Pas mal. Je valide. Et basse crème, on se comprend. Wow, C'est une franchement, team à part. c'est pour les connaissances. Je suis dégoûté parce qu'ils ne le font pas ici, basse crème fraîche. Sérieux? Ouais. C'est qu'à chaque fois que je rentre en France, que je me rattrape en fait sur la qualité de celle-ci. Musique de vestiaire ou secret de vestiaire? Ah non, musique de vestiaire, je sais pas, il y a trop de secrets. Alors, c'est quoi le son ou la musique que t'écoutes le plus en ce moment? Le son que j'écoute le plus en ce moment, c'est un son de Ferregola et Inos B. Je sais que c'est quoi le titre d'ailleurs. Bon, je sais plus c'est quoi le titre, mais c'est le son que j'écoute comme jamais. En ce moment, ça m'ambiance. Voilà, c'est le Congo, hein. Quand on écoute ces musiques-là, c'est soit on écoute de la rumba, on est dans un mood un petit peu love, etc. Mais bon, écouter ça avant les matchs, c'est pas terrible. Donc, je suis plus sur Inos B et Ferregola, ou alors j'écoute beaucoup Koffi Olomide et San Marino, Dubaï. Ok. Bah écoute, je récupérerai les liens, je les mettrai en description de la vidéo. Je récupère les liens et puis Parfait. voilà. Dernier choix, causerie ou ambianceur? Ah, ambianceur. Quelle est ton arme secrète pour mettre l'ambiance dans les vestiaires? Mon arme secrète pour mettre l'ambiance, c'est de venir et d'attaquer, d'attaquer et de vanner. Parce que moi, j'aime bien chambrer, donc j'attaque la personne que les gens pensent que peut pas être attaquée. Oh, tout le monde se dit, oh, il y a un truc et tout, et puis forcément, après, ça enchaîne, et je vais sur quelqu'un d'autre, et j'enchaîne tout le monde, et après, voilà, ça met une bonne petite ambiance, rigolade, plutôt que d'avoir tout le monde là, dans son petit coin, personne parle à personne, j'aime pas trop ça. C'était un peu comme ça quand t'es arrivé? Pas vraiment, mais ça, je l'ai connu, en fait, à Paris. À Paris, moi, quand j'arrive au vestiaire au PSG, il y a des gars comme Fabrice Pancrate. Ah, il allumait tout le monde. Euh, Fabrice Pancrate, il allumait tout le monde. Modeste, Mbami, paix à son âme. Les deux, ils allaient toujours. C'était incroyable. Et pourtant, ils s'aimaient. Ils s'aimaient beaucoup, les deux. D'ailleurs, j'ai eu Fabrice au téléphone. Enfin, je parlais avec Fabrice il y a 2 semaines. Euh, on en parlait encore justement, on se remémorait ces moments-là par rapport au décès de Modeste et tout. Et il y avait Sami Traoré, qui était, ça n'arrêtait pas aussi. Et après, dernièrement, il y a Claude Makelele qui est arrivé. C'était n'importe quoi. On rigolait énormément à ce moment-là. Ouais, Ouais, ça fait des bons souvenirs, comme tu dis. Ouais. ouais, des super souvenirs. Et puis moi, j'arrive dans ce vestiaire, j'ai 18 ans. On arrive, on essaie d'être un petit peu modeste, on vient, on s'habille pas trop, voilà. Et ils viennent, ouais, je sais quoi ces habits que tu nous mets, tu commences à gagner un peu d'argent. Enfin, ah, ils nous lâchaient pas. Alors, pour cette deuxième mi-temps, on va parler un peu de ta vie outre-Atlantique et aussi de tes engagements perso. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de comment tu t'es fait approcher par Portland? Alors, donc ça commence de manière assez simple, hein. Je suis à Nice, je quitte Nice parce que voilà, je suis insatisfait de mon temps de jeu. J'arrive en Turquie. Et en fait, quand j'étais en France, j'étais dans un faux confort, dans le sens où voilà, je suis en France, il y a mes amis, il y a ma famille, je suis pas trop concentré, je suis pas vraiment concentré, j'ai pas vraiment la niaque, quoi. Et ça, c'était pas bon pour moi, donc je me blessais beaucoup, je sortais beaucoup, j'étais pas. Donc je décide de partir et de me mettre un petit peu en danger. Euh, la première opportunité qui s'offre à moi, c'est de partir en Turquie à l'époque. J'avais des offres pour aller en Championship, en Angleterre et tout, mais c'était plus attends un petit peu, on va voir et tout. Et moi, je suis le genre de personne qui aime bien les choses concrètes plutôt que d'attendre et de me dire ouais, vas-y, ok, pourquoi pas. Donc, je prends la décision de partir à Kayserispor à l'époque, qui se retrouve, je me rappelle que quand je signe en décembre, on est avant-dernier avec 9 points et le premier non relégable à 22 points.
Et ça me fait pas peur. Je pars sur un transfert sec, je pars même pas en prêt. Et je me dis, bon, on va tenter l'aventure, hein. On va voir vraiment de quoi je suis fait. Et je pars, ça se passe super bien parce que on finit la saison avec 54 points. Euh, ça se passe très bien. Je fais de super matchs. La saison d'après, on fait un recrutement d'enfer. D'ailleurs, on récupère Sambasso et Trésor Loaloa, qui sont deux personnes avec lesquelles je me suis vraiment attaché. Trésor, je le connaissais déjà de l'équipe nationale, parce que quand je suis arrivé en équipe nationale, il m'a vachement aidé aussi. Et donc, ils arrivent, on fait une saison super où on se qualifie pour l'Europa League. On se qualifie pour les barrages de l'Europa League. Euh, et je deviens capitaine de l'équipe. Je crois que j'étais le seul étranger à l'époque à devenir capitaine d'une équipe turque. Et j'avais quoi? J'avais que 25 ans. Donc ouais, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Et puis ensuite, on arrête de nous payer. On n'est plus du tout payé. Euh, la saison se termine mal, les joueurs ne veulent plus jouer, on descend en deuxième division. J'obtiens la possibilité de signer dans un autre club en Turquie, Kayseri. Et pareil, ça se passe très très bien. J'arrive là-bas, je deviens capitaine aussi après la première année. Et pareil, j'étais fatigué des retards de paiement, etc. Donc, Portland m'a approché à ce moment-là, où il m'offre un contrat qui est moins appétissant que ce que j'avais en Turquie, mais voilà, au moins j'avais des garanties d'être payé en temps et en heure. Et d'un autre côté, je m'étais marié, ma femme et ma fille ne vivaient pas avec moi. Et donc à la longue, ça commençait à peser et je voulais vraiment retrouver cette vie de famille. Donc ça a été pour moi quelque chose d'assez simple dans le sens où je me suis dit, ouais, je dois retrouver une vie de famille et je vais tenter une nouvelle aventure. Donc, quand ils sont venus, j'avais pareil d'autres opportunités de revenir en France, etc. Mais je voulais faire quelque chose de différent. Donc, j'ai choisi de partir aux États-Unis. Parce que aussi, on m'appelait on m'appelait le carré déjà. Enfin, j'ai toujours eu ce truc, voilà, les États-Unis et tout. Et c'était une opportunité pour moi de venir. J'avais deux clubs. J'avais refusé les deux premiers. Et finalement, j'ai choisi de venir ici à Portland. Qu'est-ce qui a été décisif? Ce qui a été décisif, c'est le fait j'ai eu un très très bon feeling, une très très bonne communication avec le président de l'époque, Gavin Williamson. Euh, tout ce que je lui demandais, il était capable de m'apporter des réponses de manière assez franche, sans chercher à mentir, sans chercher à, à assouplir et adoucir les choses pour me faire venir. Et puis ensuite, arriver sur place, je me rends compte que c'est pas du tout ça. Le coach aussi, j'ai eu beaucoup de conversations avec le coach et le directeur sportif. Donc, je me suis vraiment senti désiré au final. Et ça a été beaucoup plus facile pour moi de sauter le cap, même si Portland, c'est une ville où, voilà, c'est pas Los Angeles, c'est pas New York. Je me suis quand même senti très désiré et pour moi, ça a été un choix assez évident. Justement, tu disais que c'est un peu différent. Est-ce que tu as, senti vraiment un gros changement en arrivant aux États-Unis? Euh, ouais, j'ai senti un gros changement. Déjà, euh, la manière d'approcher le foot est totalement différente parce que savoir que voilà, en MLS, déjà, il y a pas de relégation. C'est des ligues fermées. C'est vraiment comme ça se passe en NBA ou les autres sports majeurs qui sont ici. Euh, on vient, on joue les matchs. À la fin de la saison, l'objectif, c'est de passer pour faire les playoffs. Étant donné qu'il n'y a pas de relégation, ce qui détermine une saison réussie d'une saison ratée, c'est si tu fais les playoffs ou pas. Euh, L'objectif, c'est de faire les playoffs. Donc, voilà, à partir du moment où, à certains moments, les gens voient qu'ils sont un peu loin et qu'ils ne vont pas réussir à se qualifier pour les playoffs ou quoi que ce soit, voilà, ils viennent, ils s'entraînent, ils jouent, sans vraiment avoir la niaque ou le stress de se dire ah, putain, il y a la possibilité d'être relégué. Il faut qu'on se donne à 2000% à chaque fois. Il n'y a pas de ça. Donc, c'est beaucoup plus cool dans ce sens-là.
dans l'approche des matchs. Ouais. Ça, c'est vraiment la grosse différence que j'ai ressentie. Du coup, ma prochaine question, c'était pour toi, entre la Ligue 1, la Super League et la MLS, c'est quoi la plus grosse différence? Bah ouais, c'est le fait qu'il n'y ait pas de. Je pense que du fait qu'il n'y ait pas de relégation, apporte beaucoup moins d'intensité de manière globale dans les matchs. Parce que, après, oui, tu viens regarder des matchs de playoff, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Mais sur les matchs de saison régulière, deux équipes qui doivent se qualifier qui doivent se qualifier pour les playoffs, ça va donner des matchs super appétissants. Par contre, deux équipes qui sont là et qui ont déjà leur saison qui est terminée. Il faut savoir que la saison, elle est sur l'année civile ici. Elle commence en février-mars et elle se termine en novembre-décembre. Donc, tu as des équipes qui, déjà au mois d'août, ils jouent plus rien, quoi. Et ça, c'est. Donc, ouais, en termes d'intensité, en termes d'agressivité et tout, la MLS, c'est pas du tout au niveau. Ça, c'est clair. T'es arrivé du coup en 2017, si je dis pas de Juin bêtises. 17. Maintenant, est-ce que tu vois qu'il y a eu un changement entre 2017 et aujourd'hui au niveau du soccer aux États-Unis? Ouais, ouais, ouais. Il y a eu un gros changement parce que les clubs ont finalement commencé à investir un peu plus d'argent dans les joueurs. Donc, ça a apporté des joueurs de plus grosse qualité. D'ailleurs, j'en parlais avec Blaise. Et bon, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés, qui ont joué en France et avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger. J'en parlais d'ailleurs avec Blaise qui arrive à Miami après avoir gagné une Coupe du Monde, etc. Et pour avoir échangé avec lui, il me disait que ouais, pour lui, en fait, voilà, le niveau, c'est clair que c'est pas la Serie A ou c'est pas la Première Ligue et tout. Mais justement, lui, il pensait que ça allait être plus facile que ce que c'était en fait. Il faut savoir que les États-Unis, tout le monde connaît la taille de ce pays-là. C'est très grand. Donc il y a des matchs qu'on peut jouer à LA et dans 3 jours, on joue à New York. Il y a 5-6 heures de voyage. Les infrastructures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément pour tout le monde ou à chaque match des vols privés, des vols en charter. Donc, des fois, c'est les vols commerciaux où tout le monde va à l'aéroport, etc. D'ailleurs, en Première Ligue, en Super League, c'est comme ça en Turquie. Il n'y a pas de charter. C'est vols commerciaux, etc. Mais étant donné que le pays est plus petit, ça passe. Aux États-Unis, faire un New York-Miami le lendemain, après avoir joué un match et on a un autre match à jouer dans 2 jours, voyage en commercial, c'est une galère. Et donc, il me disait, ouais, lui, dans ce sens-là, il est arrivé ici, l'approche qu'il avait, c'était pas de manquer de respect ou quoi que ce soit, c'était plus, ouais, ce sera plus facile que ce que ça a été. Donc, ça, il l'a compris aussi. Ouais. Ok. Alors, en parlant de soccer, j'ai quelqu'un qui voudra te poser une question. Laris, salam alaikum. Bonjour, hi, je sais même plus en quelle langue faut le dire. Euh, je voulais savoir une chose. Euh, Tu comptes finir ta carrière, ta vie aux États-Unis? Parce qu'il faut pas oublier quand même, Laris, certes américain, mais Mabiala, d'accord? T'es congolais. Donc n'oublie pas d'où tu viens, même si je sais que ça a toujours été un rêve pour toi d'aller là-bas, de jouer là-bas, etc. Mais est-ce que tu veux The American Dream ou bien est-ce que tu veux un peu retourner à Creil? Donc, fais-nous savoir ça un petit peu pour savoir quels sont tes plans à court terme, moyen terme et à long terme. Voilà, sachant que je sais que toi et les États-Unis, c'est une big love. Mais voilà, est-ce que tu n'as pas oublié un peu que ce soit ton quartier à Paris ou bien même tes origines congolaises? Parce que je sais que aussi tu es très attaché à ça. Donc voilà, fais-nous savoir ça. Donc voilà mon pélo. Alors, il y a plusieurs questions. Du coup, c'est quoi tes plans à court terme, moyen terme et long terme? Bah écoute, il me reste 2 ans de contrat avec Portland. Donc mon contrat prend fin au 31 décembre 2024. Ça fait maintenant 2 ans que je me pose vraiment la question
à savoir qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais m'installer d'abord, où est-ce que je vais m'installer avec ma famille. Donc, je consulte, on en parle tous les jours avec ma femme. Je consulte ma fille aussi, parce qu'elle a un âge où, voilà, elle a son mot à dire. Euh, bon, les deux petits, mes deux petits garçons, ils sont encore petits, eux, ils vont suivre. Mais ça se passe vraiment entre nous trois et honnêtement, 2 ans après, je sais toujours, je sais toujours pas. Je sais vraiment pas parce que j'ai des attaches un petit peu partout. Euh, Quand tu regardes la manière dont ma carrière a été structurée, j'ai fait, j'ai joué 5 ans en France, j'ai joué 5 ans en Turquie et je suis sur ma sixième et à la fin de mon contrat, je serai sur 7 ans aux États-Unis. Voilà, en France, c'est là où je suis né, j'ai grandi, je connais par cœur. La Turquie, j'ai adoré. On a vraiment, on a aimé. Même si ma femme n'y vivait pas, c'était plus par rapport à ma fille qui arrivait à un âge où, voilà, je voulais pas qu'elle, qu'elle manque ou qu'elle ait des lacunes quant au fait d'apprendre à lire, écrire, etc. Et je pense que pour elle, le plus simple, c'était d'aller en France. Donc c'est pour ça qu'elles sont restées, qu'elles sont restées là-bas. Derrière, c'était aussi beaucoup. Pour moi, la Turquie, c'est plus simple de par la religion, musulman, pratiquant, etc. Donc pour moi, en Turquie, c'était parfait, le setup. La vie est beaucoup moins chère qu'en France et qu'aux États-Unis. Donc il y a vachement d'avantages pour moi et pour nous d'ailleurs à vivre en Turquie. Le problème, par contre, c'est pour les enfants, quoi. C'est beaucoup plus difficile et en tant que parent, on peut pas. C'est des choses qu'on doit prendre en considération. Même si on se dit que ouais, les enfants, ils vont suivre, ils vont s'y habituer, oui. Mais d'un autre côté, ils ont plus de chances de faire quelque chose qui leur plaît en étant en France ou aux États-Unis, par exemple. Les États-Unis, c'est le pays. C'est mon fils, mon dernier fils, il est né aux États-Unis. L'autre, il est né en France, mais il est arrivé ici quand il avait 7 mois. Ma fille, bon, elle est née en France, elle parle français. Quand on est arrivé ici, elle parlait pas un mot d'anglais. Aujourd'hui, elle parle français avec un accent américain. Mes enfants, entre eux, ils se parlent en anglais. Donc voilà, pour te dire que au final, eux, c'est plus les États-Unis que la France ou que la Turquie. Ma femme, elle se voit pas vraiment rester ici, aux États-Unis. Moi, par contre, je suis vraiment, je peux aller n'importe où, ça me dérange pas. Je peux aller n'importe où. Donc ouais, aujourd'hui, je suis toujours dans la réflexion, à savoir à peser le pour et le contre. Et voilà, j'ai un bien en France, j'ai un bien aux États-Unis. Euh, Au final, on a le choix et parfois avoir trop de choix, c'est un problème. Donc ouais, aujourd'hui, on essaie vraiment de trouver la meilleure solution et on l'a toujours pas trouvé. Donc réponse dans 2 ans. Réponse dans 2 ans. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je me réveille, je dis les États-Unis. Demain, je vais me réveiller, je vais me dire non, la France. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, vivre au Congo, aujourd'hui, dans les circonstances telles qu'elles sont, c'est compliqué. Donc, non, pas le Congo, aujourd'hui en tout cas. Euh, donc, ça rentre pas vraiment dans la discussion. Par contre, y aller, passer du temps, oui, mais vivre, poser ma résidence principale là-bas pour aujourd'hui, dans les circonstances, encore une fois, qu'on connaît, non. Mais pourquoi pas dans un futur proche, ouais. Alors sur ton Insta, en plus d'avoir la classe un peu sur toutes tes photos, on peut voir 3 choses. La première, c'est un message des Black Players for Change, un message de soutien à la Ligue nationale féminine de soccer et une mention pour nos filles. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous parler des engagements? Est-ce que ça représente pour toi? Alors, pour faire référence au premier engagement, c'est par rapport au Black Player for Change. Ce qu'on a constaté, enfin, ce qui a été constaté, c'est que et ce mouvement-là, en fait, il a été lancé à partir du décès de George Floyd, dans les circonstances que tout le monde connaît, où ça a été vraiment, entre guillemets, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que c'est des choses qui arrivent constamment et presque quotidiennement aux États-Unis. C'était
pour essayer d'apporter notre soutien, donc les joueurs de la MLS, aux familles noires américaines qui subissent toutes ces injustices et toutes ces oppressions, quoi. Donc en fait, l'idée, elle a été tout simplement de mettre en place un genre de comité qui est représenté par des joueurs, donc le président ou des anciens joueurs qui ont joué dans la ligue. Et l'idée, c'est de mettre en place des actions humanitaires, par exemple de joueurs, ou de mettre en place dans des endroits, dans certaines villes nord-américaines, des trucs comme des city-stades, de faire construire des city-stades, de permettre aux jeunes de venir regarder des matchs. C'est vraiment un tas de choses diverses et variées pour apporter soutien et faire entendre ces personnes-là. Il y a aussi beaucoup de moyens financiers qui sont mis. On essaye de trouver des sponsors à gauche, à droite, hein, que ce soit des grandes entreprises comme Walmart, Safeway, etc., qui financent la construction de ces city-stades, ou aussi par des donations, parce qu'aux États-Unis, ça marche qu'en donation. Hein. Moi, j'ai ma fille à l'école, je reçois des trucs, des mails toutes les semaines pour qu'ils parlent de donations. Donc, utiliser le système de manière à faire profiter pas uniquement les bien fortunés, quoi. Donc, ouais, ça, c'est le truc. Et on l'avait introduit, je me rappelle, suite au Covid, lorsque le Covid a frappé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a. La MLS avait organisé un tournoi de retour à la compétition parce que tout avait été arrêté. On était parti un petit peu à l'image de ce qu'avait fait la NBA. On était tous à Disney et interdiction de sortir du secteur, tous enfermés dans nos chambres. On ne pouvait faire que assister à s'entraîner et aller au match. Et ce qu'on a fait, c'était avant le premier match, on a fait une introduction en plus, tous les matchs étaient diffusés sur la télé nationale ESPN. Et à l'époque, je me souviens que nous, on a été les premiers à reprendre en tant que sport majeur, donc tout le monde regardait forcément. Et on a fait une entrée sur les terrains où tous les joueurs apportaient un t-shirt noir avec soit un message noir et fier, soit, il y avait plusieurs t-shirts. Et le truc, c'était de rendre hommage, à j'ai oublié d'ailleurs le nom, ce Nord-Américain qui avait gagné le sprint lors des JO de Berlin, je crois. Et quand il est sur scène, il met le poing en l'air, etc. Donc on était tous rentrés comme ça avec un gant noir, silencieux, personne ne dit un mot. Il y avait tous les joueurs noirs de la ligue qui avaient pénétré le terrain juste avant le premier match. Et c'était un message assez puissant, je trouve. Et donc, ça, c'était le premier truc. Le deuxième, par rapport au sport féminin, parce que tu as vu, c'est par rapport au football féminin, c'était par rapport à quelque chose qui s'était passé au sein des Timbers, où il y avait eu une histoire d'un coach qui avait eu des relations avec une joueuse, etc. La joueuse n'avait rien dit à l'époque, et puis 3 ou 4 ans après, elle est sortie de son silence pour dénoncer ce qui s'était passé, etc., en disant qu'elle s'était sentie contrainte et forcée, et par peur de perdre sa position de joueuse, etc. Donc voilà, c'est pour dénoncer aussi ce genre de choses, parce qu'on sait que ça se produit, ça se passe également dans le sport féminin, quoi. Et c'est des choses qui, voilà, moi je suis pour la parité. Je disais tout à l'heure que, ouais, de manière à ce que tout le monde soit vu et traité de manière égale, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on dit. Et je pense que c'était quelque chose aussi qui devait être dit, qui devait être dénoncé. Et c'est pour ça que j'ai fait passer ce message-là également. Et oui, Nofi, ça fait très longtemps que je le connais, enfin très longtemps. Je l'ai connu en 2015 parce on s'est rencontrés de manière Christian Zella, qui est le fondateur de Nofi, avec Jacques Fati, tu dois connaître aussi, qui a joué à l'OM, etc., qui sont les deux cofondateurs de Nofi, Noir et Fier. Je l'ai rencontré, j'habitais à l'époque à Villeron, feu d'artifice du 14 juillet. Et je m'en souviens, à Villeron, on était les deux seules familles de Noirs
qui étaient dans les personnes qui allaient assister au feu d'artifice. Et donc, on se regarde et tout, et on commence à discuter. Et il s'avère que, voilà, il est congolais, je suis congolais, sa femme est guadeloupéenne, ma femme est guadeloupéenne. Et voilà, tout de suite, ça a pris, on a commencé à discuter, échanger. Il m'a dit ce qu'il disait. Je lui disais, putain, mais je connais, ça fait longtemps que je suis ton truc et tout. Et après, voilà, on a commencé à en parler et tout. Et il me disait que, ouais, lui, il cherchait toujours à avoir plus de visibilité, à atteindre, oui, atteindre plus de personnes, à faire connaître encore davantage le truc et tout. Je disais que moi, c'est quelque chose, toutes les choses qu'il revendique, ce sont des choses qui me parlent énormément. Euh, Mettre la lumière sur la communauté africaine ou de France et d'ailleurs du monde, hein. Mettre en lumière tout ce qui se passe, tous les dits, les non-dits également, essayer de faire en sorte d'éduquer le maximum possible notre communauté. C'est le combat qui est mené par nos filles. C'est pas évident parce que bon, la communauté noire n'est pas forcément la plus unie, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, étant la communauté qui dépense le plus d'argent dans tout ce qui est, je dirais, parfois les futilités, si on utilisait cette même énergie pour s'unir et être ensemble, on deviendrait certainement une des communautés les plus puissantes. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est ce qu'on essaie de défendre. Et c'est pas facile, encore une fois, mais bon, avec de l'abnégation, on va finir par y arriver. Parce qu'on ouais, on se rend compte que, enfin, moi, en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de mes amis, hein, et d'autres personnes qui sont issues justement d'une immigration qui ne connaissent pas nécessairement l'histoire du peuple noir et également subsaharien. Ils ne connaissent pas forcément des gens comme Sankara, comme Lumumba, qui sont des gens qui ont donné leur vie quasiment pour essayer de faire en sorte de changer tout ce qui se passe en Afrique, toutes les inégalités qui se passent en Afrique. Et le fait de ne pas connaître ces choses-là, je pense que c'est quelque chose de très, 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 très grave quand même. Le focus dans l'éducation n'est pas forcément là-dessus, quoi. Bah justement, moi, c'est par rapport à... C'est vrai que le focus n'est pas nécessairement là-dessus, alors que je dirais que c'est quelque chose de très, très important. Par exemple, euh, comment des Africains issus du panafricanisme, on peut appeler ça comme on veut, ne savent pas ce qui s'est passé dans les pays comme le Burkina Faso, ce qui s'est passé dans les pays comme le Congo, ce qui se passe au Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Je trouve que c'est très dommage quand même. Alors c'est un coup franc. Alors normalement c'est une question directe qu'il faut bien cadrer. Mais comme on parlait de ton engagement, je voulais aussi te laisser la place pour parler de la situation humanitaire au Kivu et comment on pourrait aider à notre échelle. Bah ouais, enfin, ce qui se passe au Kivu, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça fait très, très, très trop longtemps que ça dure, malheureusement. Et je dirais que ça dure depuis bien plus longtemps que les gens peuvent l'imaginer. Euh, Par exemple, les États-Unis, lorsqu'ils décident d'aller bombarder Hiroshima, ils vont servir leur uranium à l'est du Congo. Je dirais que le Congo est un pays qui est victime, juste le pays qui est victime de sa richesse parce que c'est peut-être le pays le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. À chaque fois qu'il y a besoin de ressources naturelles premières, on peut les retrouver au Congo. Je pense au roi de Belgique de l'époque qui décide de faire du Congo sa demeure personnelle et qui va lapider, décimer, castrer des hommes, enfin, couper des mains et jambes opposées, enfin, une boucherie totale, ce qu'il a pu faire là-bas, tout ça pour récupérer les ressources. À l'époque, c'était le caoutchouc, pardon. Il récupère le caoutchouc parce que c'était aussi l'avènement de l'automobile, etc. Donc, il s'est enrichi énormément
sur le dos de pauvres familles innocentes. Enfin, aujourd'hui, on parle de coltan, de cobalt, toutes ces choses, toutes ces matières qui sont nécessaires à la production de téléphones, smartphones. Aujourd'hui, on parle de voitures électriques. D'où proviennent Les terres rares. ouais, toutes ces choses-là nécessaires à la production des batteries pour les voitures électriques, ça vient encore du Congo. Et quand on voit la manière dont ces choses-là sont récupérées, c'est juste atroce. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est fait quasiment aux yeux, enfin, à la vue de tous, mais personne ne dit rien. Les médias, alors, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour faire de politique, ni de polémique, etc. Mais on entend énormément parler de ce qui se passe en Ukraine, ce qui est très dommage. D'ailleurs, à Portland, on a fait un match amical pour venir au soutien, pour venir en aide justement aux familles ukrainiennes, ce qui est justement tout honneur. Hein. C'est très beau. Ils ont récupéré l'argent pour envoyer aux aides humanitaires et afin d'aider les Ukrainiens, par exemple. Mais quand moi-même qui leur ai parlé de ce qui se passe au Congo, etc., j'ai jamais eu de retour. J'ai jamais eu de retour au Congo ou dans d'autres parties du monde. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, on décide uniquement de parler de ce qui va arranger en fait les plus grandes puissances. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt que tout le monde s'active pour pouvoir aider la situation humanitaire au Congo. Pourquoi? Parce que pour récupérer toutes ces matières premières-là, ils n'ont pas besoin de dépenser énormément d'argent. Alors que si jamais tout le monde est au courant de ce qui se passe là-haut, il y aura beaucoup plus de contrôle et ils ne pourraient pas gagner et générer autant d'argent qu'ils le font aujourd'hui, quoi. Moi, aujourd'hui, le problème, il est là, c'est que nos ministres, nos présidents, ils vont laisser toutes ces choses-là faire contre quelques millions, alors qu'en vérité, en prenant le contrôle de toutes ces choses-là, c'est plus que des millions qu'ils pourraient faire. Mais malheureusement, rien ne se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir aider à faire en sorte que la situation change, ce serait de faire en sorte que les gens soient au courant déjà de ce qui se passe. Parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment du moins de personnes qui savent exactement ce qui se passe dans la région du Nord Kivu. Donc déjà, en parler, l'éducation, éduquer les gens par rapport à ce qui se passe là-bas, c'est très, très important. Et puis ensuite, il y a toujours des œuvres humanitaires, bien sûr, sincères et honnêtes, qui sont là pour aider à faire en sorte que, justement, des aides humanitaires, justement, soient reversées à ces gens-là pour les aider à sortir des misères dans lesquelles ils sont, les rebelles qui sont là, qui violent des femmes. D'ailleurs, on a un docteur qui est très reconnu là-bas, qui est le docteur Mukwege, qui a obtenu son prix Nobel, justement, prix Nobel de la paix par rapport au travail qu'il fait pour reconstruire les femmes qui sont littéralement violées, parfois laissées pour mortes par les rebelles qui sont sur place. Enfin, c'est une catastrophe ce qui se passe. Et pour moi, oui, la première étape, c'est justement d'informer, d'éduquer les gens par rapport à ce qui se passe. Et puis ensuite, si jamais on est aussi humanisé qu'on le dit, les aides et le fait d'arranger la situation se fera naturellement. Merci, je pense que c'était important d'en parler. Donc notre entretien sous forme de match est terminé maintenant. Pour toi déjà, ce serait une victoire ou une défaite? Pour moi, c'est une victoire. Pour moi, c'est une victoire parce que ça me permet de mettre mes propres propos sur des faits passés et ne pas laisser X, Y ou Z raconter mon histoire. Donc c'est important pour moi de pouvoir le faire de moi-même et dire uniquement les choses telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont.
Tu mettrais quoi comme score? Là, 3-0. Voilà. 3-0. C'est pas sympa pour la défense adverse. Non. Ah non. On rentre sur le terrain, c'est pas pour être sympa, tu sais, on y va pour. En plus, je joue à domicile, donc normalement, c'est nous qui mettons l'intensité, le tempo et le score. Si tu analysais le match, tu t'es senti comment? Honnêtement, je me suis senti à l'aise. C'est vrai que je fais pas beaucoup d'interviews comme ça. J'en fais pas énormément. Mais malgré tout, je me suis senti super à l'aise, décontracté. Et puis ça va. L'arbitre, il était bon. T'es content de ta perf du coup? Ouais, je suis content de ma perf. Ouais. Et s'il y a un moment clé que tu as plus apprécié? Le moment clé où j'ai le plus apprécié, c'est le moment où justement, je parle de mes engagements. Je pense que j'ai apprécié le fait de pouvoir parler de mes engagements parce que en soi, l'histoire de Laris Mabiala, le jeune de Montfermé, on peut la retrouver partout, mais les engagements, pas nécessairement. Donc, ouais, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Ouais. Alors donc tu as vu, en deuxième mi-temps, on a eu une question de notre invité précédent, Michael Poté, qui t'a recommandé. Donc j'aimerais savoir, toi, qui tu nous proposerais pour le prochain match? En gros, qui tu aimerais qu'on invite et pourquoi? Alors, ouais, moi, j'aimerais inviter Sambasso. J'aimerais inviter Sambasso parce que Samba, c'est justement quand je racontais mon passage à Kayseri, c'est l'un des joueurs qui est arrivé lors de ma deuxième saison pour le coup. Et on s'est très vite liés d'amitié. Moi, Samba, aujourd'hui, c'est vraiment comme un frère. On a passé 4 ans à jouer ensemble. Et tu sais, quand on est en Turquie, en fait, il y a énormément de mises au vert. Il y a beaucoup de mises au vert. Donc, je me suis presque senti parfois comme au centre de formation à l'époque où je partageais ma chambre avec Youssouf. Là, je la partageais avec Samba. Et ça s'est très vite et très bien passé. Donc, pour moi, c'est juste normal et légitime de l'avoir comme prochain invité. Merci Laris pour la recommandation. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps pour nous, malgré nos fuseaux horaires qui diffèrent. Je te souhaite que tes engagements portent leurs fruits. Évidemment, une très bonne saison avec les Timbers. Et pour nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau match, et qui sait peut-être avec Samba. Portez-vous bien, restez bienveillants, et n'oubliez pas, le football, c'est la vie. Ciao!